nations follow China's example and reject free trade, the British Empire will no longer exist within a year. This is the reason for us to use force. We must teach them a lesson on free trade. Bonjour à tous, c'est Benoît du parti Solidarité et Progrès. Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire tomber un mythe tenace, celui qui est au cœur du libéralisme économique moderne et qui montre un peu plus chaque jour son incapacité à répondre aux aspirations de l'humanité. C'est le mythe du libre-échange, qui, vous en êtes déjà convaincus, apporte la prospérité à tous en laissant les marchandises, les capitaux, les services circuler librement, sans entrave, sans discernement et sans protection. Comme si toute production se valait, que l'argent n'avait pas d'odeur et que la somme des intérêts particuliers conduisait nécessairement au bonheur général. Oh, c'est beau! Cette règle, qui est à la base du commerce international actuel, est gardée comme un trésor précieux par les deux temples que sont l'Organisation mondiale du commerce et l'Union européenne. Mon précieux Juncker, Juncker! Mais son absurdité a été démontrée depuis bien longtemps. Alors on va voir comment, par qui, et pourquoi malgré cela, elle reste accrochée au basque de notre cerveau. Alors libérez vos neurones et on va en finir avec cette fraude du libre-échange. On doit au Britannique Adam Smith d'avoir pondu la théorie économique du libre-échange dans un fabuleux livre de pseudosciences intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Spoiler, il a beaucoup cherché, mais il n'a rien trouvé. Ce livre est publié en mars 1776. Je ne sais pas si la date vous dit quelque chose, mais c'est juste avant un événement un peu marquant pour l'histoire de l'humanité qui a changé la face du monde et dont l'Empire britannique ne se remet toujours pas. Un petit indice ? 1776, c'est la déclaration d'indépendance américaine. À ce moment-là, les colonies anglaises d'Amérique du Nord servaient de réservoir à matières premières pour l'Empire. Et tous les produits manufacturés, de plus haute valeur ajoutée, étaient importés d'Angleterre. La révolte des Américains est partie justement de leur volonté d'installer des manufactures chez eux, contre le libre-échange britannique. Vous trouvez pas ça cocasse qu'un gars, Adam Smith, se pointe avec son bouquin qui prône l'ouverture totale du commerce, la même année où les colons disent « Maintenant, on veut protéger nos manufactures pour ne plus dépendre de vous. » Oh non, c'est trop bête. Nous venons juste de publier un livre qui dit le contraire, que vous devez vous laisser faire pour votre bien. Pas trop bête les Américains. Ils voyaient bien que s'ils restaient uniquement une nation exportatrice de matières premières, ils seraient jamais des hommes libres. Il fallait qu'ils bâtissent chez eux des manufactures pour transformer eux-mêmes leurs matières premières et ne plus importer les produits manufacturés d'Angleterre, même si ceux-ci étaient moins chers. Ça paraît idiot à première vue de vouloir produire quelque chose plus cher chez soi au lieu de l'acheter ailleurs moins cher. Eh bien c'est pourtant ce qui a rendu les États-Unis aussi puissants. Je vous laisse y réfléchir. En fait, la première fraude du libre-échange, c'est de faire croire qu'Adam Smith, c'était le seul économiste sérieux de la planète à ce moment-là, et qu'il n'y en avait pas d'autre, qu'il n'avait aucun concurrent. C'est totalement faux. Du côté américain, justement, il y avait Alexander Hamilton, qui était le protégé de Benjamin Franklin, et qui s'inspirait des principes de Colbert pour les porter plus loin. Il a publié plusieurs rapports sur le meilleur système économique à mettre en place pour les jeunes États-Unis. L'un de ces rapports préconise la création d'une banque nationale pour assurer la souveraineté monétaire du pays. Intéressant. L'autre explique comment le développement des manufactures et des infrastructures assurera la souveraineté économique. Alors Solidarité et Progrès a traduit ces deux rapports fondamentaux. Donc ne vous privez pas, lisez-les et vous vous rendrez compte par vous-même qu'Adam Smith n'est pas un vrai économiste, que c'est juste un agent d'influence au service de l'Empire britannique. Et vous verrez aussi que les Américains ont en fait combattu le libre-échange depuis le début de leur histoire, que fondamentalement, ils sont protectionnistes.
Je sais, c'est assez ironique quand on voit l'histoire récente du XXe siècle, mais ça explique un petit peu le positionnement du peuple américain en ce moment. En tout cas, je ne sais pas comment on est arrivé collectivement à penser que c'était les Américains qui avaient inventé le libre-échange, mais apparemment, c'est tout le contraire. Vous poserez cette question à votre prof d'économie. Je pense que vous allez bien vous marrer. Revenons à notre histoire. Devant la réticence des révolutionnaires américains pour gober la fraude du libre-échange, l'Empire britannique se tourne vers l'Europe. Mais il tombe sur un os, ou plutôt deux, la Révolution française et Napoléon Bonaparte. Pendant le XVIIIe siècle, le sentiment patriotique et anti-anglais s'est tellement développé en France qu'après l'échec de la Révolution, Napoléon n'a pas beaucoup de difficultés pour imposer un blocus continental, donc sur tout le continent européen, pour limiter drastiquement l'importation des produits anglais. Et là, attention, je vais dire un truc bien sur Napoléon. L'intuition était bonne. Je l'ai dit, c'est bon, c'est bon. Mais bon, comme dans le même temps, il était en train de guerroyer partout sur le continent, il a massacré tout le monde, donc il n'a pas vraiment eu les bénéfices de son blocus continental. Il n'a pas pu vraiment lutter efficacement contre l'Empire britannique. Le voulait-il vraiment? Après la chute de Napoléon, les Britanniques vont tout faire pour propager la bonne parole d'Adam Smith en Europe, en commençant par les universités et les dirigeants pas très fut-fut. La théorie se répand, poussant les nations européennes à affaiblir leur défense commerciale. Les manufactures du continent ont alors beaucoup de mal à résister à la concurrence anglaise. Oh, après on va me dire, oui mais c'est le jeu, que le meilleur gagne. Oui bien sûr, c'est le jeu. Je te laisse sur un tatami 5 minutes avec Teddy Riner, que le meilleur gagne, hein, comme on dit. Uchimata est bonne! En fait, le problème, c'est de savoir si les Anglais ont joué au même jeu. Est-ce qu'ils se sont appliqués cette sympathique théorie à eux-mêmes? Est-ce qu'ils laissaient entrer librement les marchandises des autres chez eux? Je suis sûr que vous avez deviné la réponse. Alors pour ce qui est des produits agricoles, hein, le bon vin français et portugais, oui. Pour les matières premières, le coton, le lin, le fer, oui. Mais tout ce qui était produits manufacturés, comme le tissu, les machines, alors là, pas du tout. L'Angleterre mettait des droits de douane à l'importation très élevés pour protéger les usines sur son propre territoire. Comment dire? Hypocrite? Elle va même aller jusqu'à taxer très fortement l'importation de tissus de ses colonies indiennes pour défendre ses propres manufactures. C'était des tissus de très très bonne qualité comparés à ce que faisaient les Anglais. Alors du coup, où est-ce qu'on vendait ces tissus? Bah sur le continent européen, à très bas prix, pour tuer la concurrence. Complètement à rebours d'Adam Smith, quoi. On est dans le foutage de gueule total. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Franchement, c'est abusé. Mais comment se fait-il que la plupart des économistes, des professeurs, des étudiants en économie n'apprennent pas ça? Eh bien parce qu'ils n'ont jamais lu le traité d'économie de Friedrich List, qui explique très clairement l'hypocrisie et l'absence de base scientifique de la théorie d'Adam Smith. On va étudier ça de plus près maintenant. Friedrich List, c'est un économiste allemand du 19e siècle, qui est connu comme le père de l'union douanière allemande. C'est-à-dire qu'il a milité pour que les provinces allemandes abolissent leurs barrières douanières et fassent ensemble un espace de libre-échange. Petit paradoxe pour commencer. Ensuite, il a passé pas mal de temps en France et aux États-Unis pour défendre l'établissement des manufactures et des chemins de fer, qui était pour lui une révolution énorme. Donc c'était pas un chauvin allemand, il défendait le développement des autres pays autant que le sien. En fait, c'était un enthousiaste de l'espèce humaine et un patriote de plusieurs pays. Si, c'est possible. Au début, il enseignait le libre-échange d'Adam Smith, comme tout le monde, et puis rapidement, il s'est rendu compte que la théorie ne collait pas vraiment aux faits historiques. En gros, il a remarqué qu'aucune nation, je dis bien aucune, n'avait prospéré sous le règne du libre-échange, même pas l'Angleterre. Pour la simple et bonne raison que si vous ne protégez pas votre industrie naissante au départ, elle va très rapidement perdre contre l'industrie des nations plus avancées. Cela tient au fait que l'industrie représente un potentiel productif supérieur par rapport à d'autres secteurs économiques, comme l'agriculture ou l'extraction minière, et que si une nation perd son industrie, elle perd ses forces productives et se rend vulnérable. Plus simplement,
Si vous n'êtes pas capable de produire les choses par vous-même, alors vous êtes dépendant des autres pour subvenir à vos besoins. Donc la capacité de produire a infiniment plus de valeur que la production elle-même. Et pourquoi l'industrie tiendrait-elle une place particulière dans la puissance économique d'une nation? Eh bien selon List, parce qu'elle est la mère des sciences et des arts, qu'elle stimule l'invention et la création, l'esprit d'entreprise et de découverte. En favorisant l'abondance pour tous, elle pousse à une cohésion sociale plus forte, au souci du plus démuni, et plein d'autres choses très positives comme ça. Faut vraiment le lire, c'est beau ce qu'il dit. Pour Adam Smith, au contraire, c'est parfaitement équivalent d'échanger une matière brute ou une matière transformée. C'est parfaitement équivalent d'échanger du minerai de fer et un outil construit en fer, une machine en fer. D'échanger du coton et du tissu en coton. D'échanger des carottes ou un bon carrot cake. Selon cette doctrine, la matière brute est une valeur échangeable au même titre qu'une matière transformée en un produit fini. Mais est-ce que c'est le cas? Pour List, c'est une erreur de jugement énorme, qu'il soupçonne d'ailleurs n'être qu'une posture, car Adam Smith connaît très bien la différence en fait. Alors déjà, si on prend le minerai de fer, on peut dire qu'il n'a de valeur que parce qu'il peut être transformé. On ne va pas collectionner du minerai de fer. Le coton non plus. On va pas faire des gros machins de coton là. Et les carottes crues, ça rend aimable, mais pas autant qu'un carrot cake. Ensuite, pour transformer une matière, il faut se poser beaucoup de questions. Fabriquer des outils, des machines pour traiter la matière, lui donner une forme utile. Le fer doit être chauffé et modelé. Le coton doit être filé puis tissé. La carotte doit être épluchée, cuite et incorporée dans une recette. Ce faisant, on se confronte à de nombreuses contraintes physiques, parce que la matière ne se laisse pas faire. Il faut faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité, de savoir-faire, et ça repose sur une connaissance scientifique supérieure. Ça pousse la population à être de plus en plus créative, et à ne plus dépendre seulement du rythme des saisons ou du bon vouloir de la nature. Donc la transformation de la matière par l'être humain recèle une valeur intrinsèque plus grande que la simple extraction de cette matière. D'autant plus qu'il est très difficile d'extraire ou de cultiver de la matière brute sans l'aide d'outils confectionnés. Friedrich List fait donc une distinction fondamentale entre les valeurs échangeables et ce qu'il appelle les forces productives du travail humain. Là où Adam Smith se contente de dire que le travail crée de la valeur, sans nécessairement dire quel type de travail, List va plus loin et se demande qu'est-ce qui fait qu'un travail est productif ou non. Selon lui, échanger 10 millions d'euros de minerai de fer n'est absolument pas équivalent à échanger 10 millions d'euros d'une machine-outil construite en fer. C'est la même valeur en termes d'argent, mais c'est pas du tout la même valeur en termes de potentiel des forces productives. Donc favoriser le développement de l'industrie en la protégeant momentanément contre la concurrence est une opération gagnante et hautement stratégique. Cela permet de conserver ses forces productives et de continuer à accroître la créativité de la population. Même si cela peut vouloir dire sacrifier des valeurs échangeables en consommant ce qui est fait sur place qui est plus cher et ne pas importer ce qui est moins cher. C'est un bénéfice réel de long terme contre un bénéfice apparent de court terme. Si on ne voit pas l'impact négatif du libre-échange sur les forces productives, on peut le regretter plus tard. Je ne parlerai pas évidemment de la désindustrialisation en France depuis les années 70, décidée par des esprits sans doute égarés. Friedrich List dénonce donc la théorie d'Adam Smith comme une propagande politique sans fondement scientifique, destinée uniquement à faire que les crédules abaissent leur défense au profit de l'Empire britannique. Empire qui ne s'applique pas la règle à lui-même en plus. Ce livre est une bombe! Si vous ne l'avez jamais lu et que vous cherchez des arguments pour convaincre vos amis, courez vite vous le procurer. En plus, c'est un Allemand qui raconte la fraude du libre-échange. C'est pas courant ces jours-ci. Ce qui me fait une parfaite transition pour parler de l'Europe actuelle. Le libre-échange généralisé au sein de l'Union européenne
est une menace pour le développement des forces productives de chaque nation. Si l'on regarde par exemple la répartition des régions industrielles en Europe, on se rend compte d'une inégalité de traitement manifeste entre les pays du centre et ceux de la périphérie. On se rend compte que l'Allemagne et ses satellites regroupent l'essentiel de l'appareil productif industriel. Si l'on regarde où se produit la valeur ajoutée industrielle, on s'aperçoit encore que l'Allemagne est loin devant. Selon la conception de Friedrich List, cette situation n'est pas tenable, car l'appauvrissement des pays périphériques entraînera la chute du système dans son ensemble. Ce n'est même pas dans l'intérêt de l'Allemagne de continuer dans cette direction. On dirait que List, depuis son 19e siècle, avait anticipé ce défi européen lorsqu'il écrivait ceci. L'histoire nous enseigne que les restrictions du commerce sont les conséquences naturelles de la diversité des intérêts et de l'effort des peuples vers l'indépendance ou vers la suprématie, et qu'elles doivent cesser aussi avec ce conflit des intérêts nationaux ou par l'association des peuples sous le régime du droit. La question de savoir comment les peuples peuvent être réunis dans une fédération et comment, dans les démêlés entre peuples indépendants, les arrêts judiciaires doivent être substitués à la force des armes, est donc l'équivalent de celle-ci. Comment les systèmes nationaux de commerce peuvent-ils être remplacés par la liberté commerciale universelle ? Les essais de quelques nations qui ont appliqué chez elles la liberté du commerce, en présence d'une nation prépondérante par l'industrie, par la richesse et par la puissance, ainsi que par un système commercial restreint, nous montrent qu'on ne fait ainsi que sacrifier la prospérité d'un pays, sans profit pour le genre humain en général, et pour le seul avantage de la puissance qui tient le sceptre des manufactures et du commerce. L'association des pays européens ne doit donc pas se faire au détriment des forces productives de chacun. Mettre en faillite la Grèce ne rend service à personne et fait perdre énormément à l'humanité. Il est clair que le libre-échange absolu en Europe ne peut pas être la règle. Alors faut-il mettre en place un protectionnisme à tout crin, dans tous les sens, comme le fait Trump ? Là encore, List a une réponse. L'histoire nous enseigne encore comment des peuples doués par la nature de tous les moyens de parvenir au plus haut degré de richesse et de puissance peuvent et doivent, sans se mettre en contradiction avec eux-mêmes, changer de système à mesure qu'ils font des progrès. D'abord, en effet, par le libre commerce avec des peuples plus avancés qu'eux, ils sortent de la barbarie et améliorent leur agriculture. Puis au moyen de restrictions, ils font fleurir leurs fabriques, leurs pêcheries, leur navigation et leur commerce extérieur. Puis enfin, après avoir atteint le plus haut degré de richesse et de puissance, par un retour graduel au principe du libre commerce et de la libre concurrence sur leurs propres marchés étrangers, ils préservent de l'indolence leurs agriculteurs, leurs manufacturiers et leurs négociants, et les tiennent en haleine, afin de conserver la suprématie qu'ils ont acquise. En clair, il n'y a pas à choisir entre le libre-échange total et le protectionnisme total. List est plus subtil que ça. Pour lui, le seul critère à prendre en compte, c'est comment on va accroître les forces productives de chaque nation, de chaque peuple, pour qu'ils puissent participer au progrès de l'humanité. La protection des industries est un moyen, pas une fin en soi. Et il y a plein de façons de protéger une industrie naissante. Il n'y a pas que les barrières douanières, même si ça peut être utile à un moment. L'objectif ne doit pas être perdu de vue. La seule cause de la richesse des nations, c'est l'accroissement du potentiel créateur de la population. C'est ça qu'il faut développer. Et si nécessaire, le protéger. On en arrive alors aux conceptions économiques de Lyndon LaRouche, que je développerai dans un prochain épisode, et qui sont au cœur du combat politique de solidarité et progrès. Un économiste stupide mesure la performance d'une économie à travers ce qui est financier ou monétaire. S'il est moins stupide, il la mesurera à travers la richesse physique dont profitent certains ou l'ensemble de la société. L'économiste compétent la mesurera quant à lui à travers la faculté d'auto-perfectionnement humain de chacun. Pour parler plus clairement, la mission économique d'une société, c'est de rendre ses membres meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui, et ce, en augmentant la capacité de chacun à agir sur et dans l'environnement.
ou pour le dire autrement, la plus grande richesse qu'une génération peut léguer à la suivante, c'est une société d'individus plus créateurs. Au contraire, la théorie d'Adam Smith stipule qu'un enseignant crée moins de valeur échangeable qu'un éleveur de porcs. Et là, on voit le vrai visage de l'Empire. Pour eux, l'esprit humain a infiniment moins de valeur qu'une tranche de jambon. Le libre-échange est une fraude, parce qu'il ne prend pas en compte cette spécificité du travail humain créateur. Et comme il ne prend pas en compte, il n'a aucune raison de le protéger. C'est un dogme stérile qui ne devrait pas être mis au centre de la science économique. Par contre, si vous étudiez Hamilton, Liszt, Larouche, vous aurez peut-être une chance de remettre l'économie sur ses pattes au XXIe siècle. Alors bon courage, vous avez beaucoup de lectures devant vous. Moi, j'ai fait que gratouiller la surface, c'est à vous de bosser maintenant. Faites de bonnes découvertes et d'ici la prochaine vidéo, amusez-vous à dénoncer publiquement les fraudes intellectuelles et comme ça vous ferez peut-être beaucoup d'ennemis, mais aussi peut-être de superbes amis. Allez, ciao! Et pour commencer à appliquer la théorie de Liszt, faites don à SCP de quelques-unes de vos valeurs échangeables pour que nous puissions accroître nos forces productives. Nous sommes un parti indépendant et nous ne pourrons continuer notre effort d'éducation populaire que si vous le voulez bien. Alors faites un don si vous le pouvez et adhérez si vous vous sentez prêt à en découdre. Les liens sont dans la description. Merci infiniment à tous ceux qui pourront nous aider, parce que vous savez quoi ? Ils s'aideront eux-mêmes.